Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre efficacité sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi, je suis ultra excitée par cet épisode puisque c'est le petit épisode pop culture. Et cette semaine, on va parler de boss toxique, de charge mentale puissance 1000 activée, de culpabilité dès qu'on débranche. Bref, tous les voyants au vert pour faire un bon film là, non ? Alors, spoiler alerte, le diable ne s'habille pas toujours en Prada. Parfois, il a juste un survêt et un mug qu'il balade dans tout l'open space. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler du célèbre film « Le diable s'habille en Prada ». C'est le film, non peut-être pas le film, j'exagère parce qu'il n'y a pas eu que ce film-là dans mon adolescence, mais c'est quand même un des grands films qui a marqué mon adolescence. En plus, moi j'adore Anne Hathaway, j'adore tous ces films, entre Le diable s'habille en Prada et Les princesses malgré elles que j'ai dévoré quand j'étais plus jeune. Voilà, comme ça vous en saurez un petit peu plus sur ce que je regardais en étant ado. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce film pour plein de choses. Et aussi, quelque part, pour les représentations et les questions qu'il va nous poser sur le monde du travail. En plus, là, ils sont en train de tourner, ils ont commencé en juin le tournage du deuxième volet. Donc, ils vont faire Le diable s'habille en Prada 2, qui sortira en 2026 pour fêter les 20 ans du film, puisque le film dont on va parler aujourd'hui est sorti en 2006. Donc, c'était aussi la bonne occasion d'en discuter. Parce que ça nous permettra aussi de faire la comparaison une fois qu'il sera sorti en 2026. On pourra voir, tiens, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué en termes de rapport au travail, etc. Ou est-ce qu'on est toujours sur cette fameuse vision d'il y a 20 ans ? Alors rapidement, je vous refais le synopsis pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Vous avez quand même 20 ans de retard, mais il est toujours temps de vous rattraper. Donc on a Andy qui est une jeune journaliste qui décroche un stage chez Runway. Runway, c'est le magazine de mode le plus prestigieux qui est dirigé par Miranda Priestly, une boss, disons-le, un peu tyrannique quand même et avec ses petits soucis aussi. Runway, c'est un peu le Saint Graal. C'est un peu si tu passes par cette boîte-là, a priori, toutes les portes vont s'ouvrir pour toi. Donc, c'est un peu un job qui est ultra convoité. On est dans un univers du luxe avec les robes de créateurs, les sacs à gogo, les loups-boutins, les défilés, les soirées mondaines, etc., etc., les fashion week. Donc, on est vraiment dans l'univers de la mode et du luxe. Et on va suivre les aventures d'Andy qui réussit à obtenir un stage là-bas et qui va un petit peu découvrir les dessous de la mode, qui sont pas toujours très très glamour, ou en tout cas avec la boss qu'elle a, c'est un peu compliqué. Donc on va pas se mentir, sa boss Miranda, elle la malmène un petit peu. Et en même temps, Andy, on voit qu'elle prend aussi du plaisir à découvrir ce monde-là, ce monde de la mode, ce monde du luxe, même si ça l'éloigne complètement de sa vocation principale puisqu'elle est journaliste et que là, sur presque 1 an de travail, elle n'écrit pas un seul papier. Évidemment, vont s'en suivre aussi toute une série de péripéties avec ses amis, avec son compagnon, qui vont lui reprocher notamment de sacrifier tout pour son travail, etc. Donc c'est quand même effectivement un film qui est très très axé sur le côté carrière d'une femme et des sacrifices qu'elle va devoir faire pour y arriver. Moi, c'est un film que j'ai vraiment adoré quand j'étais plus jeune. Non seulement parce qu'effectivement, c'est un univers qui fait rêver, ça nous montre un petit peu les coulisses de la mode, du luxe, qui parfois sont des choses qui sont très opaques de l'extérieur. Donc moi, j'ai beaucoup aimé pour ça, pour l'histoire d'amour qu'il y a derrière aussi, forcément, pour le fait qu'on a une jeune fille qui va aussi se développer, grandir, etc. à travers ces différentes épreuves. Et puis les actrices aussi, parce que je dis Anne Hathaway, mais Meryl Streep est une actrice incroyable aussi. Donc quelque part, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film quand j'étais jeune, même si, mine de rien,
il a conditionné aussi notre vision du travail. Et quand on est ado, ben forcément, ça va aussi induire chez nous des schémas de pensée et des croyances. Et donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de déconstruire ça un petit peu avec vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ce film nous dit par rapport au travail ? La première idée que moi, j'ai relevée et qui m'a interpellée, c'est un peu cette idée d'excellence comme excuse pour maltraiter. Alors, je repose le contexte. Donc, Miranda, c'est la boss de Runway. Elle est brillante, elle est puissante, elle est crainte de tous. Elle est à la tête d'un véritable empire. Et donc, tout le monde tuerait pour être à sa place. Tout le monde l'idolâtre parce qu'elle a réussi à construire cet empire-là. Mais du coup, avec la position qu'elle a, elle se permet aussi de rabaisser, d'humilier, de terroriser, que ça soit les couturiers qui vont lui présenter des collections, que ça soit ses employés, que ça soit ses 2 assistantes, Andy et Emily. Elle les met d'ailleurs en compétition l'une avec l'autre, ce qui, on va pas se mentir, n'est pas du tout sain. Un très bon exemple de son mépris, c'est quand elle arrive tous les matins, elle balance son manteau, mais vraiment sans aucun respect et sans dire bonjour, sur le bureau de son assistante. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que dans le film, ce geste-là, il est hyper attendu. C'est-à-dire que l'assistante sur laquelle on balance le manteau, c'est l'assistante qu'on préfère. C'est celle à qui on attribue, donc c'est un espèce de signe de respect de balancer son manteau sur le bureau de l'assistante pour qu'elle le range. Alors qu'en soi, un véritable signe de respect, ce serait d'arriver dans le bureau, de dire bonjour et de mettre soi-même au porte-manteau. Donc on voit à quel point elles sont vraiment conditionnées dans un espèce de truc où on est humilié, on est rabaissé, mais c'est le Graal de travailler pour cette personne-là qu'on admire et qu'on vénère, donc on accepte tous ses comportements, même les plus humiliants, même les plus rabaissants et même les plus toxiques. Et nous, quand on regarde le film en tant que spectateur, ça peut ou pas nous choquer et où on peut se dire, en fait, c'est pas du tout OK ce genre de comportement qu'elle a. Et en même temps, le film va tout le temps associer l'excellence et le pouvoir avec quelque part la domination, voire même, j'ai envie de dire, la violence. Et c'est un peu comme si il y avait cette idée que tu as souffert pour en arriver là, tu as fait des sacrifices pour en arriver là, donc tu peux te permettre de rabaisser les autres, de les faire souffrir parce que toi, tu as réussi à surpasser tout ça, à surpasser toute cette souffrance et tous ces sacrifices pour y arriver. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on va encore retrouver aujourd'hui dans certaines entreprises. Quand on a un management qu'on va appeler le management par la peur, où il y a vraiment cette idée qu'on a une figure hiérarchique et on a un rapport de pouvoir qui s'installe. Il y a la personne qui est au pouvoir, qui a un espèce de rapport de domination par rapport à nous et qui va pouvoir user de la violence verbale et psychique pour maintenir un cadre vertical dans l'entreprise. Et en fait, quelque part, on ne peut pas trop lui en vouloir dans le sens où c'est un idéal qu'on a véhiculé pendant des années. Et vous voyez, dans ce film-là, c'est un idéal qui est aussi véhiculé. Et donc forcément, quand on se construit avec ces idées-là, on reproduit ces comportements dans la vraie vie plutôt que d'essayer de s'en détacher. La deuxième représentation du travail qu'on voit dans le film et qu'on peut questionner aujourd'hui ensemble, c'est ce que j'appelle l'illusion de la réussite silencieuse. C'est un peu cette idée, donc Andy dans le film, elle bosse jour et nuit, elle décroche le téléphone dès que Miranda l'appelle, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Elle est réveillée d'ailleurs plusieurs fois en pleine nuit pour décrocher. Son mec appellera d'ailleurs Miranda le dragon. Elle part à Paris contre son gré, elle va louper l'anniversaire de son mec, enfin en tout cas elle va arriver hyper tard, ses amis vont commencer à s'éloigner, etc. Et moi à l'époque je me disais mais son mec et ses amis devraient la soutenir parce qu'elle est en train de faire plein de sacrifices pour réussir. Mais en fait ils avaient carrément raison parce qu'elle est en train de sacrifier sa vie, mais à quel prix et pourquoi ? En fait elle fait ça et on voit que Miranda va lui accorder plus de privilèges entre guillemets, donc elle va lui faire confiance pour aller à certaines soirées, pour lui remettre le book du magazine chez elle, pour l'accompagner à la Fashion Week, etc. Donc en fait on voit qu'elle va lui donner plus d'opportunités. Et donc quelque part ça renforce chez nous cette idée que plus je me donne, plus je me sacrifie au travail, plus j'en fais,
et plus on va me donner d'opportunités, de privilèges et de reconnaissance. Sauf que spoiler, c'est faux. Ça se passe pas toujours comme ça, voire rarement. Parce qu'en fait, avant de vous donner plus de privilèges, plus de reconnaissance, etc., d'abord, ce qui va se passer, c'est qu'on vous en demande toujours plus et qu'on vous fait dépasser toujours plus vos limites. Et donc, on arrive un peu dans ce cercle vicieux où on a l'impression que pour pouvoir réussir et pour pouvoir être reconnu, il faut souffrir, alors que ce n'est pas le cas. On peut tout à fait être valorisé dans son travail et être reconnu sans être complètement à bout, dépasser ses limites, perdre le sens de ce qu'on fait, etc. Cette idée que plus j'en fais, plus je monte ma motivation, plus je suis engagée, plus je propose des idées et plus mon patron va me valoriser, en fait, elle n'est pas toujours vraie. Surtout si je ne demande rien. Si je fais ça en silence, en me disant on finira par voir tout ce que j'ai accompli. Ça peut fonctionner dans un cadre de travail où j'ai un manager ou un patron qui n'excède pas, ou en tout cas qui ne cherche pas à en demander toujours plus à ses collaborateurs et qui comprend que chacun a des limites et qui pose un cadre et des propres limites. Mais si je suis face à un manager ou à un patron qui peut présenter certains comportements toxiques ou pressurisants, ça risque plutôt de m'amener à l'épuisement que vers la reconnaissance que j'attends. Pourquoi ? Simplement parce que moi, je vais tout donner en silence en me disant « je finirai par être récompensé pour mes actions ». Sauf que comme je pose jamais mes limites, le patron qui est face à moi, lui, il va toujours en demander plus et il va tirer toujours plus sur la corde puisque je dis pas stop. Et donc, tant que je dis pas stop, on tire, on tire, on tire. Et à un moment donné, cette corde, elle finit par craquer. Plutôt que d'être reconnue pour le travail que j'effectue déjà, on va me dire « Ah, c'est bien, mais en fait, fais-en plus si tu veux avoir plus de responsabilités, plus de reconnaissance, etc. » Je vous invite à vous poser la question. Est-ce que vous êtes aussi un peu dans cette illusion de la réussite silencieuse, c'est-à-dire je fais les choses, je fais pas de bruit et ça finira par être récompensé. Et si vous êtes un petit peu comme ça, essayez un peu d'évaluer et de vous dire « Ok, mais est-ce que je suis en train de m'épuiser et de me fatiguer alors que j'ai toujours pas la reconnaissance que j'attends ? Ou est-ce que ce type de manière de penser-là, elle fonctionne pour moi et elle me permet d'être reconnue à ma juste valeur ?» Dites-vous bien qu'être dispo 24/24, 7 jours sur 7 pour votre boss, c'est pas de l'engagement, c'est de l'esclavage moderne. Et que la réussite, ça ne doit jamais coûter votre santé mentale. Le dernier point que j'avais envie de passer en revue avec vous rapidement, c'est la notion, l'idée que gravir les échelons, c'est forcément écraser les autres. On associe souvent l'idée de réussite à justement, comme on en parlait plus tôt, à l'idée de sacrifice, de souffrance, mais aussi de écraser les autres. On se souvient tous du moment, alors si vous n'avez pas regardé le film, sorry, je vais spoiler, mais vous avez 20 ans pour le regarder, donc en soi, mon spoiler, vous me pardonnerez. On se souvient tous de ce fameux moment où Miranda et Andy sont dans la voiture en direction des marches pour la Fashion Week et que là, Andy dit à Miranda « Mais là, tu viens de sacrifier ton ami qui rêvait de ce poste depuis longtemps pour pouvoir, toi, rester à ton poste. » Et là, en fait, elle lui dit « Mais tu sais que tu me fais beaucoup penser à moi et que tu me ressembles parce que toi aussi, tu as sacrifié ton amie Émilie, donc la deuxième assistante, qui était censée être celle qui allait à Paris avec Miranda, au profit de ta réussite à toi. Donc tu vois, finalement, tu me donnes des leçons, mais t'es comme moi. » Et là, révélation, électrochoc pour Andy qui sort de la voiture, mais qui plante Miranda sur le tapis rouge, qui jette son téléphone dans la fontaine et qui s'en va. Elle part parce qu'en fait, elle se dit « C'est vrai ?» Et en fait, c'est pas la vie que je veux avoir et c'est pas la personne que j'ai envie d'être. Et là, on est sur la plus grande leçon du film, c'est se dire finalement, je suis prête à sacrifier mes valeurs, à sacrifier mes proches, à sacrifier ma vie privée. Mais pourquoi ? Pour des paillettes, pour une carrière que j'aime même pas, pour le pouvoir. Et là, finalement, on se rend compte que le pouvoir, c'est très solitaire, qu'il y a un énorme vide derrière les projecteurs, et que tous ces sacrifices, on n'a pas forcément envie de les faire. En fait, ce qui est assez fou avec ce film, c'est qu'il nous dit, voilà, Andy, elle a tout plaqué, elle retourne à une vie qui est plus simple, qui est plus saine, où elle est vraiment heureuse, elle retourne avec son mec,
Elle va travailler dans un journal local et elle va enfin écrire. Donc, elle retrouve du sens dans sa vie. Donc ça, c'est ce qu'on se dit être une super leçon dans le film avec cette idée de finalement s'écouter, être aligné avec ce qu'on a envie de faire, rechercher le sens dans nos actions et pas toujours se laisser avoir par l'appât du luxe, du prestige, du pouvoir. Ok, donc ça, si on s'arrête là, on peut se dire que c'est une super leçon. Mais si on va un chouïa plus loin, en fait, je suis partagée sur la leçon de ce film parce que finalement, Andy, elle refuse de rentrer dans le système, elle refuse de sacrifier des amitiés pour y arriver, elle refuse d'être disponible 24/24, etc. Et en fait, la conclusion, c'est que certes, elle est plus heureuse, mais elle est exclue du système. En fait, j'aurais aimé, je pense, une fin où, malgré le fait qu'elle dit stop, qu'elle arrive à poser ses limites, qu'elle dit non, en fait, Emily va venir avec moi, etc., elle pouvait rester chez Runway. Là, ça aurait été bien parce que ça nous aurait montré que si je suis en dehors du système, alors ça peut quand même fonctionner. Or, dans le film, c'est pas le cas. On nous dit, ok, tu as envie de sens, tu as envie de retrouver un équilibre, parfait, mais du coup, tu n'as pas accès au succès, à la reconnaissance et au pouvoir. Donc inconsciemment, ce que ça peut véhiculer chez nous comme message, c'est que si tu refuses de te conformer, alors tu sors du jeu. Et ça, pour moi, c'est hyper problématique. C'est hyper problématique parce que Le Diable s'habille en Prada, j'ai adoré ce film, vraiment. Et en même temps, ça fait partie de ces films qui ont conditionné notre rapport au travail aujourd'hui, à la performance, au sacrifice. Aujourd'hui, il y a une croyance qui est présente chez quasi tout le monde. C'est cette idée que pour réussir, il faut travailler dur. Et ça, c'est une croyance limitante qui fait que beaucoup de gens ont des difficultés à poser leurs limites, et vous en faites peut-être partie, qui font que les gens qui sont au pouvoir se permettent de rabaisser, humilier les autres, ou en tout cas d'agir différemment parce que eux, ils ont sacrifié beaucoup de choses pour y arriver. Et donc, en fait, on normalise le fait d'utiliser de la violence psychique quand on est au pouvoir, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et donc, c'est hyper problématique parce que ça nous empêche aussi de sortir de ce schéma performance, souffrance au travail. Pour sortir de ce schéma-là et pour avoir un travail qui ne bousille pas notre santé mentale, la première chose à faire, c'est d'apprendre à poser nos limites. Dire non, c'est pas être faible. Poser ses limites, c'est pas être désengagé ou moins investi dans son travail. C'est simplement comprendre qu'on a certaines capacités physiques et cognitives et qu'au-delà de ça, ça va pas fonctionner. Donc poser un cadre dans lequel on met ses limites, c'est hyper sain et ça nous permet justement de pas être dans cette performance un peu sacrificielle. J'ai envie aussi qu'on arrive à déconstruire cette idée que pour y arriver, il faut souffrir, que ça doit forcément être difficile. C'est faux. Et on n'a pas besoin d'écraser les autres pour pouvoir briller. Les personnes qui brillent le plus et le mieux sont celles qui font aussi briller les autres, plutôt que de les écraser. Et surtout, on doit arrêter aussi de normaliser la violence psychique au travail sous prétexte que certaines personnes ont du pouvoir. Le pouvoir ne doit pas forcément être associé à la violence et à la domination. On peut avoir du pouvoir parce que c'est nécessaire d'avoir un cadre dans une entreprise, mais on peut avoir un pouvoir qui est à l'écoute de l'autre et des besoins de chaque collaborateur au sein de l'entreprise, qui est bienveillant et qui est dans le respect mutuel. On se respecte chacun parce que finalement, on est tous des êtres humains au même titre l'un que l'autre. Donc rappelez-vous que le pouvoir ne doit pas être une excuse pour maltraiter les autres, que la réussite silencieuse et le sacrifice pour être reconnu ne fonctionnent pas toujours et que gravir les échelons, c'est pas forcément écraser les autres. Je pense que si on arrive tous à déconstruire ces croyances limitantes et à comprendre que chacun a sa place dans la société, on arrivera à créer un monde qui est bien plus harmonieux et respectueux.
Nous voilà à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées, partager vos expériences, on se retrouve sur les réseaux via le compte MyEcoDesign. Et puis si vous en avez marre de bosser en apnée, alors on se rejoint sur la plateforme Breathe. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et oui, je suis toujours là et toi aussi. Du coup, pour te remercier d'être resté jusqu'au bout, je peux juste te dire que j'ai hyper hâte d'être la semaine prochaine parce que ça va être un épisode très, très, très particulier. Je ne t'en dis pas plus, mais je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine.